Donc bonjour et merci aux organisateurs de nous permettre de partager notre expérience sur une autre catégorie d'objets, mais aussi essentiellement constitués de PVC plastifié. Cette fois, il s'agit des gonflables, mais à air captif et non plus à soufflerie continue comme on vient de le voir. Alors, c'est comme ça que je change. Florence Jeanne va commencer par vous présenter le musée et sa collection de gonflables afin d'introduire le cas de 3 objets qui sont à l'origine d'une étude comparative menée avec le soutien du CNAP. Je vous présenterai les grandes lignes de ce projet qui est toujours en cours, mais en me concentrant sur le produit qu'on a utilisé pour donc l'intervention réalisée en 2019. Et enfin, nous présenterons cette intervention dans une dernière partie et un retour d'expérience 2 ans après. Merci Juliette, bonjour à tous. Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, autrefois écomusée, est un musée de société né en 1977 pour s'intéresser aux villes nouvelles en train d'émerger. Sa vocation est d'observer, d'analyser et de valoriser un territoire en pleine mutation. Territoire à dominante agricole, il va s'urbaniser et se peupler pour répondre aux exigences des villes nouvelles. Ces dernières sont issues de grandes décisions d'aménagement du territoire. Suite à la volonté de désengorger Paris, De Gaulle demande à son ministre Paul Delouvrier d'imaginer ces entités où les habitants pourraient vivre en ayant logement, travail, commerce, école, université et tous les autres équipements publics nécessaires. Au début tout petit, le musée se développe, déménage plusieurs fois, devient le musée de la ville et obtient en 2002 le label Ville d'art et d'histoire pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Il partage aujourd'hui un bâtiment appelé NUMED, avec une médiathèque, un théâtre dans la prolongation du bâtiment d'un côté et de l'autre des réserves, que vous pouvez voir sur l'image. Ces collections comportent des pièces plus anciennes telles que des cartes postales du début du XXe siècle, des collections rurales ou cheminotes. Le musée de la ville s'intéresse donc à l'histoire locale, à l'urbanisme et à l'architecture, mais également au mode de vie et à l'art public. Ainsi, il possède des collections plus récentes avec des maquettes d'architectes, d'artistes et la collection Design et mode de vie qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comment est née cette collection? De l'intérêt pour la vie des habitants du territoire, leur environnement, mais également comment ils vivent à l'intérieur, donc comment ils se meublent, s'équipent et décorent leurs intérieurs. Et même si cet aménagement n'est pas spécifique à la ville nouvelle, c'est intéressant pour s'imprégner totalement de l'époque sur laquelle a choisi de se focaliser le musée, à savoir les années 60-70, décennie de création et d'essor des villes nouvelles. Dans les années 90, la conservatrice Julie Corteville a commencé à collecter des objets du quotidien de cette époque, du mobilier, des vêtements, de la vaisselle. Et cette collection s'est développée avec des objets tantôt anonymes, tantôt signés de designers connus, d'où le nom de ce corpus, Design et mode de vie, qui compte aujourd'hui plus de 3000 pièces. C'est dans ce contexte que des gonflables ont été acquis par le musée. Les premiers collectés en 1995, un fauteuil pour enfants et 3 poufs des années 70, une suspension et un plafonnier de Casarcane en bon état mais présentant une rustine à l'achat. En 1997, achat d'un fauteuil Blo. En 1998, d'autres gonflables plus contemporains sont acquis à titre comparatif et pour illustrer le retour de l'engouement pour ce type de mobilier, et notamment des pièces éditées par Alexis Laëllec. En 2001, un siège des années 70 qui se dégonfle, restauré en novembre 2012 par François Duboisset, mais en 2013, au bout d'un mois d'exposition, je constate que le pouf se dégonfle à nouveau. En 2013, le musée fait l'acquisition d'un ensemble de pièces de Casarcane auprès de la Velvet Gallery, un fauteuil Vénus, un canapé Chesterfield, une chauffeuse Apollo. Ces 3 pièces présentent déjà des rustines, dont certaines ont été posées par J.C. Keller, avant acquisition donc, une deuxième chauffeuse Apollo, un pouf de la gamme Aérospace et un fauteuil Chester. Ils nous ont été vendus avec un kit de réparation, un sachet contenant colle et rustines, que nous n'avons bien entendu pas utilisé. En 2019, nous faisons l'acquisition de 3 pièces de Bernard Quentin, autre maître du dégonflable, dont le prototype d'une réédition 2019. Et nous possédons également des gonflables publicitaires datant des années 70, ballons, coussins, matelas, bateaux pneumatiques. Voici un état des lieux donc, de notre collection de gonflables et de son état. Collection fréquemment exposée et prêtée. Si l'on considère l'ensemble des gonflables énumérés précédemment, rares sont ceux qui n'ont pas connu de dégonflement. C'est pourquoi nous avons eu 2 grandes phases de restauration. Nous avions une première fois en 2005 fait appel à Sylvie Ramel. Parfois, il s'avère difficile de détecter d'où provient la fuite et si le dégonflement est léger et progressif, il peut être dû au PVC devenu poreux, ce qui dans ce cas est irrémédiable.
Enfin, l'était à l'époque. Je ne sais pas si les choses ont changé depuis, je ne pense pas. Mais pour nos gonflables, la restauratrice a consolidé les points de fuite par application d'un adhésif polyuréthane. Les principales causes de dégradation sont donc des rustines anciennes devenues inefficaces, l'usage qui a engendré des zones de frottement fragilisées ou des plis et des soudures, zones fragiles qui ont cédé. Après restauration, elle nous a fourni ses préconisations de conservation, à savoir un état gonflé mais pas au maximum. En effet, sur une pièce conservée dégonflée, des plis se forment et le PVC peut se fendre avec le temps, a fortiori si les conditions climatiques ne sont pas conformes. Et sur une pièce trop gonflée, le film plastique tendu tire sur la jointure et engendre un risque de fissure ou de rupture de la soudure. Il faut également vérifier régulièrement le gonflage à l'occasion d'expositions ou de prêts. Nous manipulons nos gonflables, ce qui permet à chaque fois de vérifier leur état. Avec notre expérience, ce que l'on peut constater, c'est que les restaurations de PVC ont une durée de vie limitée et qu'il faut souvent intervenir à nouveau. Nos gonflables sont conservés dans des réserves à proximité du musée, vous l'avez vu tout à l'heure sur le slide. Il s'agit en fait d'une rotonde qui prolonge le bâtiment abritant le musée et la médiathèque. Ces réserves ont été aménagées telles de vraies réserves, réunissant des conditions de conservation correctes, en particulier pas de lumière du jour et un appareil qui règle la température et l'hygrométrie, mais elles n'ont pas été conçues à cet effet et ne sont donc pas hermétiques. Elles sont sur 3 niveaux, avec un seul accès au rez-de-chaussée. Je vous rappelle que nous nous situons dans un centre commercial avec des restaurants alentours et la nourriture attire les rats. Nous avons effectivement eu la mauvaise surprise de connaître une intrusion de ces rongeurs dans nos réserves et ils s'en sont donnés à cœur joie avec nos gonflables. Et il faut croire qu'ils avaient des goûts de luxe car ils n'ont touché qu'aux œuvres de Casarcane. Un plafonnier, ici avant et après intervention. Là, voilà, ici. Un canapé de Chesterfield et un fauteuil Apollo. Ces 3 pièces s'en sont trouvées grandement endommagées avec de grosses lacunes. Le plafonnier avec une lacune d'1 centimètre sur 2 dans le PVC, d'autres lacunes dans la valve et un encrassement important. Donc, c'était, voilà. La chauffeuse avec une lacune de 8 cm 5 sur 3 et le canapé avec 3 lacunes, 5 cm sur 4, 5 par 5 et 6 par 7. Leur état de conservation est donc mauvais, tant d'un point de vue esthétique que fonctionnel. En effet, on constate un encrassement important, ainsi qu'une odeur prégnante liée aux déjections des rongeurs. Des plis sont également visibles sur l'ensemble des matériaux et des lacunes importantes sont constatées. Ces objets ont ainsi perdu leur forme puisqu'ils ne peuvent actuellement plus être gonflés. En premier lieu, l'équipe du musée a procédé à un nettoyage d'urgence pour enlever le plus gros des souillures, juste avec de l'eau évidemment. Et dans le contexte d'exposition prévu en 2020, il est demandé à Juliette Dignac, qui s'est associée à Clémentine Bollard, de traiter ces 3 objets en vue de leur présentation au musée de la ville et pour un prêt dans un autre musée. Il est convenu ensemble de procéder à un nettoyage complet, au dégagement et la reprise d'anciennes consolidations, à la consolidation et la réintégration des lacunes et enfin à la recherche d'éventuelles autres fuites ainsi que la vérification de l'efficacité des consolidations. Mais face à de tels dégâts, ce procédé va-t-il se montrer efficace? En effet, du point de vue de la conservation-restauration, cette demande représentait un défi, parce que la restitution de l'étanchéité dans le cas de telles lacunes était inédite pour Clémentine et moi. Afin de répondre à ce problème de lacunes, et donc pas simplement de fuite, nous nous sommes appuyés sur le travail réalisé par Hélène Bluza en 2008, cité ici, ainsi qu'une publication dans l'ICOM-CC, dans les actes de l'ICOM-CC 2005 par Frédérica Huys et Tara Van Osten sur le traitement d'un dirigeable monumental de l'artiste Panamarenko. Comme évoqué par Florence, les gonflables sont très sensibles au percement et les traitements les plus courants sont des rustines soit d'adhésif seul, soit additionnés d'un doublage. Généralement, ils sont assez peu satisfaisants à moyen ou long terme, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Qui est assez typique des rustines qu'on rencontre sur les gonflables dans les collections et probablement un collage avec une colle contact qui, de plus, au moment de l'application, ne permet pas de réajuster le collage et rend toute réintervention très compliquée, voire dangereuse pour l'objet.
Notre intervention sur les lacunes était trop expérimentale pour employer un matériau aussi définitif. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur le chantier de restauration d'un ensemble de gonflables de la collection du Musée national d'art moderne, effectué en 2018 par mes collègues cités ici, dont certaines sont présentes dans la salle, et sous la coordination d'Isabelle Prieur, restauratrice des collections design et architecture du musée. Qui proposait de mettre en œuvre un produit issu plutôt des sports et loisirs. Donc, vous voyez ici, avant intervention, des rustines assez visibles et qui n'étaient plus efficaces pour certaines, et des restitutions beaucoup plus discrètes dans la vue du dessous. Voici le T-Red B, donc ce produit utilisé pour la première fois en 2018, enfin en tout cas à notre connaissance dans le secteur de la conservation et restauration. Il se présente sous forme d'adhésif en ruban, très souple, translucide, qui peut être acheté pas seulement en rouleau, mais dans une large gamme de dimensions. Ce produit a donc montré ses qualités au moment de l'application et aussi des qualités d'étanchéité à court terme. Nous avons donc proposé de l'utiliser pour notre intervention pour le musée de Saint-Quentin en Yvelines, mais il demandait à être étudié plus précisément. C'est pourquoi, en parallèle de l'intervention, nous avons entrepris une étude comparative des matériaux utilisés comme rustine. Cette étude a été menée avec Clémentine Bollard et grâce au soutien du CNAP, du C2RMF, de la BNF, avec les personnes précieuses citées ici. Ce projet est toujours en cours, le temps de la recherche étant long, surtout ces dernières années, vu les circonstances. Voici. Donc, je ne développerai pas ici l'ensemble de l'étude, d'autant plus que nous n'avons pas encore rendu nos conclusions. Et nous nous concentrerons sur ce que nous avons appris du T-Red B en termes d'identification, de compatibilité avec les PVC à court et moyen terme et de retraitabilité. Nous n'avons pas pu obtenir de données tout à fait fiables de la part des fabricants. La seule information dont nous disposons pour le T-Red B était la présence de polyuréthane et qu'il s'agissait d'un adhésif pressure sensitive. Et donc, Nathalie Balcar a effectué des analyses pour nous en spectroscopie IRTF, complétée, comme elle vous l'a bien expliqué ce matin, par de la pyrolyse couplée à de la spectrométrie de masse en fait, gazeuse, pardon, le PICG-MS. Afin de représenter la variété des PVC présents dans les collections, dont nous avons bien parlé ce matin, nous avons sélectionné 2 PVC plastifiés, donc transparents, pour ne pas accumuler les paramètres avec des charges ou des colorants. L'un désigné ici comme ancien avait été conservé dans l'atelier de Clémentine Bollard depuis les années 2010, acheté avant l'application des normes européennes sur les phtalates dont on a entendu parler. Il comporte en effet une majorité de DEHP. L'autre, qu'on appelle neuf, a été acheté chez Weber Matériaux en 2020 et lui comporte bien une majorité de DINP. On les voit ici avant et après vieillissement. Vous voyez déjà un petit jaunissement. Je vous donnerai les paramètres de vieillissement artificiel tout à l'heure. Nous avons également sélectionné 4 systèmes d'adhésifs transparents et souples, toujours à partir des publications citées plus tôt et aussi des rapports de restauration auxquels nous avons eu accès. Nous avons volontairement exclu les adhésifs seuls pour les petites fuites puisque nous avions besoin d'un film pour combler les lacunes. Donc, les 3 premiers de mon tableau se présentent sous forme de ruban adhésif. Le T-Red B, donc, qui est finalement un copolymère acrylique sur un support polyuréthane. Le 3e, 471, en version transparente, qui a été utilisé pour l'œuvre de Panamarenko, est un adhésif SBR, donc styrène butadiene rubber, sur un support PVC. Et nous avons aussi inclus un adhésif acrylique, un butylacrylate, sur support polyéthylène, destiné à la réparation des bâches, que nous a conseillé la société Adhésif, donc un vendeur d'adhésifs. Et enfin, l'adhésif nitrile de nom commercial Bostik 1220, auquel on doit ajouter une pièce de PVC neuf qui avait aussi été utilisée dans le Panamarenko et largement utilisée dans les rapports de restauration qu'on a pu consulter depuis. Avec 2 PVC, 4 adhésifs, les 3 tests mécaniques que nous voulions effectuer, nous avions beaucoup de paramètres croisés. Donc, pour la
fiabilité de notre étude, nous avons dû nous limiter à 3 échantillons avant et 3 échantillons après vieillissement artificiel, qui ont dû passer par 2 lots dans l'enceinte pour des raisons de dimension. Donc, voici ces petits échantillons avec des formats longs et collés en plein pour les tests d'allongement à la rupture et de pelage. Et en partie haute, vous voyez vraiment la forme de la rustine découpée à l'emporte-pièce, positionnée sur une bande de PVC. L'ensemble a été suspendu à une grille. Je ne vous répète pas l'importance des matériaux de contact qu'on a bien compris tout au long de la journée. Donc, voici la mise en enceinte. Alors, bon, ce sont des matériaux transparents, donc je ne suis pas sûre que les vues soient très parlantes, mais voilà, vous les distinguez avec les paramètres de l'enceinte climatique. Le vieillissement a donc été effectué à la BNF parce qu'on n'a pas pu utiliser celle du C2RMF. C'est donc Eleonora Pellitti qui a suivi le projet avec nous. Stéphane Bouvet nous a également aidés. Et dans un souci de continuité avec les travaux menés sur le PVC et donc la thèse d'Adeline Royot présentée par Sophie tout à l'heure, on a souhaité se rapprocher des mêmes conditions, donc avec des cycles thermiques de 2 jours à 80 degrés et 1 jour à 30 degrés parce que l'enceinte ne nous permettait pas de respecter les 25% et une humidité relative de 65% constante pendant 1 mois. Voilà. Ah oui, et nous avons exclu le paramètre lumière. Voici, avant même de procéder au test mécanique, une première évaluation des échantillons après vieillissement. Ici, vous avez le tiret B sur PVC 9, donc bon, DINP. Donc, c'est le matériau qui a le plus évolué parmi les 4 que nous avons testés. Comme vous le voyez en comparaison avec le témoin qui est non vieilli à gauche, et qui est tout plat, tout beau. Ici, on constate un changement coloré, des déformations et une rigidification. Alors, petite parenthèse, bien que la documentation indiquait une résistance aux températures supérieures à 90 degrés, la température de transition vitreuse des adhésifs n'était pas connue au moment où on a décidé de nos paramètres pour le vieillissement. Du coup, on a encore des petites interrogations sur la tolérance de ce copolymère acrylique à une température de 80 degrés et nous aimerions compléter l'étude pour mieux comprendre ce changement qui est quand même phénoménal en 1 mois et peut-être relativiser nos données concernant ce vieillissement. On voit le même type de déformation avec nos échantillons très proches de la réalité avec la petite rustine au milieu et vous voyez bien avant vieillissement à gauche, après vieillissement à droite, que ce soit pour le PVC neuf ou ancien. Alors par contre, le faciès de déformation est un petit peu différent. Donc c'est peut-être quelque chose à creuser aussi. Nous passons au test mécanique que nous avons réalisé sur le banc de traction de la BNF. Bon, là, je vous ai mis la norme dont on s'est servi pour les essais de pelage en T. Ici, ce que vous voyez, c'est donc les 2 morts avec l'adhésif vers le haut et le PVC vers le bas. Donc, l'intérêt était de comparer les puissances de collage de nos différents systèmes et donc leur réversibilité. Comme on peut le voir ici, le pelage a été complet, que ce soit avant ou après vieillissement, donc à T0 à droite, avant vieillissement et après vieillissement à gauche. Non, pardon, je vous dis l'inverse depuis tout à l'heure, je crois, ma droite et ma gauche, mais vous aurez compris. Donc T1 après vieillissement. On voit que l'adhésif a été totalement retiré. En revanche, le PVC en dessous n'est pas du tout indemne en termes de déformation et d'aspect de surface. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit voile également à la surface. Il faut que j'accélère. J'ai bien compris. Bon, je vous avais mis plein de graphiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que... oui, bon, je vais essayer d'être plus concise. Parce qu'en fait, j'avais envie de vous parler de tous les adhésifs, mais donc, concentrons-nous. Ici, on voit que la force nécessaire est quand même double après vieillissement quand on est sur PVC 9, alors elle diminue sur PVC ancien, donc avec le tiret.
Ici, c'est quand même pour vous montrer que donc c'est tous les adhésifs et que les forces sont vraiment très différentes pour la Bostik et le Tired par rapport aux deux autres adhésifs testés. Pour l'allongement à la rupture, donc voici la norme qu'on a utilisée et donc l'aspect de nos... Donc, bon, je voulais vous détailler les courbes avec le PVC 9 seul et le système PVC 9 avec le Tired. En fait, ce n'est pas très visible, mais on passe à 1,5 fois la force nécessaire pour l'allongement à la rupture. Et ce que vous voyez, la courbe bleue à droite, en fait, c'est un échantillon où le PVC a rompu avant le Tired, ce qui n'est quand même pas un très bon signe. Je vais passer je voulais juste vous montrer ce dernier test plus empirique de réversibilité. Donc, vous voyez dans la photo de gauche les résidus d'adhésifs Bostik après après réversibilité mécanique, alors que tous les autres adhésifs testés n'ont laissé pas ou presque pas de traces d'adhésifs à la surface du PVC. En revanche, on voit en fait sur la photo de droite, on a retiré la rustine qu'on a déposée juste en dessous et au centre de l'échantillon, vous voyez une forme qui est en fait une déformation du PVC suite au retrait après vieillissement. La synthèse de cette recherche et les perspectives à poursuivre donneront prochainement lieu à un rapport. Pour l'heure, nous allons conclure notre intervention par une présentation de l'intervention réalisée sur les 3 gonflables du musée qui a eu lieu alors que nous n'avions pas encore les données que Juliette vient de présenter. Aussi, il faut bien envisager cette dernière partie comme une intervention expérimentale, ponctuée d'essais, d'échecs, qui nous pousse à poursuivre la recherche d'une solution plus satisfaisante à moyen et long terme pour ces objets. Dans le temps imparti, ou presque, nous avons choisi le cas de la chauffeuse Apollo pour présenter la réalisation de l'intervention et du canapé Chesterfield pour le retour sur expérience. Alors, voici le détail de la grosse lacune sur la chauffeuse Apollo qui avait la particularité de se situer sur un soufflet. Donc, nous avons ici un petit schéma vraiment schématique et pas à l'échelle de l'intervention avec la lacune où en fait on est venu poser un film de Tired B débordant. On a inséré un morceau de PVC 9 à l'endroit de la lacune puisqu'on était au revers donc collant de notre Tired B et on a ajouté un vernis brillant parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que le Tired B est translucide mais pas transparent et l'ajout d'un film de vernis lui restitue sa transparence. Voici donc les étapes de découpe, de mise en teinte puisque nous n'avons pas trouvé la bonne teinte avec des colorants. Ici, une première tentative de comblement de la lacune en une pièce qui a été inefficace et a cédé au gonflage. Nous avons donc effectué ce comblement en 2 pièces avec un premier petit comblement que vous voyez ici, recouvert d'un plus large, donc assez débordant. Et vous voyez sur la photo de droite qu'on arrive à restituer la géométrie. Et ici, vu de face, on voit toujours par transparence la lacune. Après l'intervention sur les 3 lacunes, le canapé Chesterfield n'a finalement pas été exposé, mais conservé pour observation dans un local de transit au musée où l'on a constaté un dégonflement et l'apparition de plis laissant filer l'air. Après constat du dégonflement complet du canapé, une nouvelle restauration est opérée en novembre 2020, toujours par les mêmes restauratrices. Il est choisi d'utiliser la même technique, mais en agrandissant la pièce permettant la mise en place de l'insert. On espère, avec un large recouvrement, limiter le risque de décollement de cette pièce et donc d'infiltration d'air. Il tient aujourd'hui mieux au gonflage. Cette méthode semble donc plus efficace pour une grosse lacune. L'exemple d'une autre restauration en avril 2019 par Juliette Digna également, le fauteuil Blo, en vue du prêt de l'œuvre pour une exposition sur le mobilier d'architecte à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, nous montre qu'une telle restauration est plus efficace sur une fuite ponctuelle que sur des problèmes de lacunes, puisque le gonflage tient sur ce fauteuil.
Oui, pour conclure et vraiment très rapidement, je voulais juste faire un petit retour d'expérience sur les interventions qui avaient été faites en 2018 sur les objets du MNAM qui ont beaucoup voyagé, étaient très exposés et qui sont actuellement dans l'expo Aérodream à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, pour lesquels en fait on a plutôt un bilan assez positif après 3 ans, avec dans les rares cas où il a fallu remplacer des rustines, une réversibilité totale et sans dommage pour le PVC, en tout cas à l'œil nu. Du coup, la recherche continue et notamment sur ces questions de contraintes mécaniques dont on parlait tout à l'heure, qui nous semblent très importantes à intégrer, mais ça fait encore un paramètre supplémentaire puisque les gonflables sont par définition soumis à la pression, et donc c'est vraiment un paramètre qu'on voudrait continuer à explorer. Voilà nos remerciements. Désolée d'avoir débordé. Donc, tous les partenaires ici et les petites souris qui jouent avec des gonflables, elles ont le droit.